Et puis la lecture. Les gens vont redécouvrir ça. Je crois qu'il existe une droite et je crois qu'il existe une gauche, même dans la culture, même dans la littérature. Et ce que j'ai voulu, c'est en fait le sens véritable de mon livre, c'est persuader, disons, les écrivains et les intellectuels et les chercheurs, disons, en gros de gauche, qu'ils devaient assumer la notion de plaisir dans la théorie du texte. Montaigne was a thug. Montaigne was a thug, rap, littérature et révolution sur Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios, tous les lundis de 13 à 14, avec aujourd'hui une très belle journée sous le soleil lyonnais, très rare mais qui apparaît quelquefois pour notre plus grand plaisir à nous, gens du Sud. Un soleil lyonnais qui nous fait penser presque à l'Italie. Nous avons beaucoup de chance aujourd'hui. Et justement, nous allons faire une émission sous le signe de l'Italie. Voilà pour aujourd'hui sur Montaigne was a thug. Donc je mets cette petite musique pour vous dire que cette émission sous le signe de l'Italie est plus exactement sous le signe de l'Italie de la Renaissance, c'est-à-dire entre le 15e et le 16e siècle. Cette Italie de la Toscane est un choix surprenant. Oui, un choix surprenant, me direz-vous, chers auditeurs de Radio Canus, car une émission comme Montaigne was a thug se livre plus souvent à l'analyse littéraire qu'à une pâle imitation de France Culture comme nous allons avoir aujourd'hui sur fond de mandoline touristique. Eh bien, chers auditeurs, si nous en sommes arrivés là, je vous prie de me croire que c'est parce que c'est tout à fait contre notre gré. En réalité, j'ai été contacté la semaine dernière par un homme étrange, du nom de Fabrizio. Vous savez, Fabrizio, c'est ce genre de personne dont le costard noir laisse supposer qu'il ne faut pas l'emmerder. Fabrizio, c'est le genre de mec qui parle lentement, avec une voix comme ça, et qui vous explique en gros que si vous ne faites pas exactement ce qu'il demande, votre femme, vos enfants et votre maison risquent fort de brûler. C'est donc à la demande tout à fait cordiale de Fabrizio que j'accueille sur sa demande le professeur Albert Tabu, philosophe napolitain, spécialiste de la mafia et de la pensée florentine à travers les âges. Monsieur Tabu qui nous fait l'honneur, même si cet honneur est contraint et forcé, de venir nous parler aujourd'hui de Machiavel, cet auteur mi-tyran, mi-philosophe, extrêmement controversé, extrêmement ambigu, qui aujourd'hui va être percé à jour par Albert Tabu. Donc bonjour Monsieur Tabu et bienvenue à Montaigne was a thug. Bonjour Monsieur Thug et bonjour à vous, chers auditeurs de Radio Canus. Alors oui, aujourd'hui, je vais vous parler de quelqu'un que vous connaissez peut-être déjà ou que vous connaissez sans le savoir. Donc, comme l'a dit Monsieur Thug, il s'agit de Machiavel. Et vous avez sûrement au moins une fois dans votre vie employé ou entendu prononcer l'adjectif machiavélique. N'est-ce pas, Monsieur Thug? Oui, machiavélique, c'est un mot qu'on emploie souvent, mais donc c'est pas vraiment ce qu'il veut dire. Et vous allez nous expliquer aujourd'hui ce que c'est que le machiavélique. Alors, dire de quelqu'un qu'il est machiavélique, c'est reconnaître en lui le mal, la ruse, la conduite du cynique qui abuse d'autrui grâce à des plans parfaitement imparables. Et c'est notamment une définition qui s'applique bien à la conduite d'un homme politique, puisqu'il s'agit d'un adjectif proprement politique qui ensuite se retrouve au quotidien. On le retrouve dans le langage courant, bien entendu. Et dans les films ou dans les... Voilà, oui, nombreuses sont les représentations du machiavélisme dans la culture, à commencer par les méchants de dessins animés qui... le rire machiavélique. Qui dans leur fauteuil du bureau ricanent ou se frottent les mains en ayant une idée, pour le coup, machiavélique, afin de capturer, tuer, etc. le les gentils. Ah, voilà, on entend bien au fond ce rire machiavélique. Hein. Voilà, c'est ça, c'est ce rire-là qu'on entend. Et donc le machiavélisme, est-ce le propos d'aujourd'hui? Ce n'est pas le propos exactement aujourd'hui, puisque j'ai
dit tout au début que je vous parlerai de Machiavel et non du machiavélisme. Quelle est la différence entre Machiavel et machiavélisme? Mon but dans cette émission est justement de rétablir quelques vérités sur Machiavel en montrant qu'il n'est pas celui que la tradition ou l'usage quotidien du langage nous ont dépeint. D'accord, alors nous allons voir un peu que Machiavel n'est pas celui que l'histoire prétend qu'il est, après cette petite musique sympathique italienne. Perché ti amo, è un'emozione che cresce piano piano, stringimi forte e stammi più vicino, se ci sto bene sarà perché ti amo. Io canto al ritmo del dolce tuo respiro, è primavera, sarà perché ti amo, cade una stella, ma dimmi dove siamo, che te ne frega, sarà perché ti amo. Ci spostiamo, se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino, è così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è matto, che cosa c'è di strano? Matto per matto, almeno noi ci amiamo. Sous le soleil lyonnais, avec cette émission de Montaigne Was a Thug spécial Italie et spécial Machiavel, en compagnie du professeur Albert Tabu. Monsieur Albert Tabu, donc, nous en étions à la distinction entre Machiavel et le machiavélisme. Voilà, c'est ça. Reprenons tout d'abord un peu l'idée de machiavélisme. Et ici, l'idée principale n'est pas de faire un peu le cuistre en faisant la liste des conneries qu'on a pu débiter sur Machiavel. Non, Montaigne Was a Thug, c'est tout en pédagogie, tout en respect de l'auditeur. Voilà, on cherche à partir des opinions courantes pour montrer les raisons d'un tel travestissement de notre Machiavel. De la pensée de Machiavel. De la pensée de Machiavel, exactement. Alors tout d'abord, pour commencer la distinction, je vais vous dire qui est Machiavel si vous ne le connaissez pas déjà. Alors Machiavel était un écrivain, homme politique, philosophe politique, dramaturge et historien florentin, donc né à Florence en 1469 et mort en 1527. Ce qui ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais pour situer, on va dire que c'est l'époque de la Renaissance à Florence et dans toute l'Italie, c'est-à-dire qu'on se passionne pour l'Antiquité. Il y a une période de changement culturel en Europe entre le XIVe et le XVIe siècle, dont l'épicentre est bien entendu l'Italie. Et que, grossièrement, ces deux siècles font transition entre le Moyen-Âge et l'époque moderne.
Mais bon, on revient à Machiavel ici. Alors, juste pour l'anecdote, Machiavel est presque contemporain de Montaigne, puisque 6 ans après la mort de Machiavel en 1527, va naître Michel de Montaigne, personnage titre de cette émission, et vous verrez que je fais beaucoup référence à notre émission. Oh, quel honneur, c'est un honneur, monsieur Tabu, qu'un homme comme vous cite autant mon émission. Et c'est avec plaisir. Alors, rappelons que Montaigne est quand même très peu cité dans cette émission, mais qu'il est un personnage référence qui se place au-dessus et qui protège l'émission. Une divinité. Voilà, une divinité totémique de l'émission. Et pour ce qui est du machiavélisme, donc, toute la pensée de Machiavel, en fait, c'est le machiavélisme qui est tiré de ses écrits. Et ça donne, dans un premier temps, l'adjectif machiavélien pour qualifier une référence faite par un autre auteur à sa pensée. Puis l'autre adjectif qui est celui de machiavélique, qui se détache de l'auteur et circule dans le langage. C'est-à-dire une déformation de sa pensée pour en faire une légende noire telle qu'on la connaît aujourd'hui. Ce qui fait penser que par déformation, Machiavel est un penseur mauvais, un penseur du mal, un penseur de la tyrannie. Voilà, c'est exactement ça. Et donc toute l'interprétation qu'on a pu faire de ces écrits se focalise en particulier sur un ouvrage qui est Le Prince, écrit en 1513 mais publié après sa mort en 1532. Donc il s'agit d'un ouvrage très court destiné aux princes, c'est-à-dire aux hommes politiques censés diriger les pays qui ont le pouvoir politique et non pas les princes comme dans La Princesse et la Grenouille, je sais pas. Oui, comme dans Disney, quoi. Voilà, c'est le ça. prince qui a le pouvoir, quoi. Et plus précisément, ce livre est destiné à Laurent le Magnifique. Alors, est-ce que vous connaissez Laurent le Magnifique, monsieur Tug? Il me semble que c'est un Médicis. Voilà, c'est ça, très bien, c'est un Médicis. Et on voit que ce livre est en effet destiné à Laurent le Magnifique dès la dédicace liminaire du prince où voilà, il dit que dans cet ouvrage il a élaboré un programme où il apprend aux princes à tenir leurs états, c'est-à-dire à conserver le pouvoir politique qui est le leur, et deuxièmement à les porter jusqu'à la gloire. Donc il se fait conseiller du prince en quelque sorte. Il veut donner au prince les moyens de conserver son pouvoir. C'est ça. Si on prend le prince globalement, on pourrait dire qu'il se présente comme la Bible, ou plutôt comme le bréviaire, vu sa petite taille, des tyrans, des souverains. D'accord, et permettez-moi de vous interrompre, mais s'il essaye de donner au prince les moyens de conserver son pouvoir, ça veut dire qu'il aime le prince, qu'il a une affection amicale particulière pour lui, qu'il soutient son régime, qu'il trouve que c'est un bon régime. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors on pourrait penser ça au premier abord, c'est sûr qu'à la lecture on sent qu'il sert en quelque sorte le pouvoir politique. Et d'ailleurs, vous vous dites sûrement, chers auditeurs de Radio Canu, mais qu'est-ce qu'il veut celui-là, nous parler du guide des tyrans ou de l'apologiste de l'État, alors qu'ici on se trouve au micro de la plus rebelle des radios, et que justement on aimerait savoir comment être libre sans État et sans domination. Mais mes chers auditeurs rebelles, patientez un peu et revenons à notre secrétaire florentin comme on l'appelle. Mais c'est plus qu'un secrétaire, c'est un penseur pertinent. Alors si on l'appelle secrétaire, c'est parce qu'il a participé pendant certaines années à la chancellerie de Florence, et que donc il avait pour rôle d'être secrétaire, c'est-à-dire de rédiger à longueur de journée des lettres envoyées au roi de France, au roi d'Italie. Comme quoi, ce ne sont pas forcément toujours les plus brillants qui ont les plus hautes places. Voilà, c'est très bien dit ça, monsieur Tug. Mais cherchons d'abord à savoir ce qui a fait dire à la tradition que Machiavel est le penseur du mal. Ça, c'est une expression de Léo Strauss dans Thoughts on Machiavelli. Oh, quel accent! Oui, voilà, oui, je sais. Monsieur Tabu, quel honneur. Et on va se servir pour ça de quelques phrases tirées du Prince, justement. Alors je vais les lire là, je commence par la première. Aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon, et d'en user et de n'en user pas selon la nécessité. Donc en gros, le bon prince est justement celui qui ne l'est pas, ou du moins celui qui passe du bien au mal, une sorte de va-et-vient entre le bien et le mal selon les circonstances, et qui du coup
nie en quelque sorte le bien. Ni la morale, en fait. Le prince Ni n'est la pas, morale, n'est totalement. pas, n'est pas. Il n'y a pas de bien et de mal, il y a seulement une variation constante entre le bien et le mal. Entre D'accord. deux opposés, peut-être. D'accord. Pour ce qui est de la deuxième phrase, alors, car en vérité, il n'est pas de façon sûre de les posséder, hormis leur ruine, et qui devient patron d'une ville accoutumée à vivre libre et ne la détruit pas, qu'ils s'attendent à être détruits par celle-ci. Ouh. Alors là, on voit directement la force de la pensée de Machiavel qui... Directement dans l'action, en fait. Voilà, il est dans l'action. En fait, il s'adresse ici au prince et il lui dit si tu veux commander une ville qui a toujours été habituée à vivre libre, c'est-à-dire à vivre dans la liberté, sans commandement, sans domination, il faut qu'il la détruise entièrement, sinon c'est lui qui est susceptible d'être détruit. Donc en gros, voilà, c'est éviter toute menace. Est-ce que vous pensez qu'il fait une référence, qu'il a une idée, qu'il cible une ville en particulier quand il fait cette citation ou pas du tout Oui, c'est alors, une supposition. Oui, je ne m'en souviens pas exactement, mais je vous dirais que dans Le Prince, il fait énormément de références, soit à son époque, c'est-à-dire à la ville de Florence et à toute l'Italie qui est envahie par les barbares à cette époque, ou du moins qui est envahie par le royaume de France. Ah oui, les Français, les barbares, quoi. Non, bah, les barbares, oui. Et pour le coup, Machiavel est assez troublé de ces invasions barbares et ennemies. Et donc, il se rend vite compte qu'il s'agit ici d'unifier l'Italie. Et ça passe par voilà ce qu'il dit, il faut détruire les villes, il faut s'en rendre maître, et ici on voit toute la puissance qui doit être confiée au prince s'il veut arriver à unifier l'Italie, à dominer une ville. Et ensuite je passe à la troisième citation où il dit que on doit soit flatter les hommes, soit les anéantir. Oui, on comprend bien pourquoi Machiavel a été vu comme un tyran avec ce genre de phrase. Voilà, qu'est-ce que vous comprenez vous avec cette phrase? Soit je m'agenouille devant les hommes, soit je sors mon gun et je les dégomme. Voilà, exactement. Et je crois qu'on a un autre extrait Alors, c'est quelle référence déjà, si vous Donc nous allons passer un extrait qui va illustrer les citations que le professeur Tabu vient d'analyser, qui est un extrait d'un film québécois qui s'appelle Le confort et l'indifférence et qui est passé en 1981, qui parle de l'indépendance, le référendum sur l'indépendance québécoise, où Jean-Pierre Ronfard, un acteur, donc je ne connais pas, peut-être que vous connaissez, joue Machiavel dans le film et analyse en fait la situation politique. Alors, il faut préciser que dans le film, il a carrément mis le vêtement de Machiavel tel qu'on le retrouve. Si vous tapez Machiavel sur Google, vous allez voir directement une image où il est en noir et rouge avec une sorte de grande toge, ou je sais pas ce que c'est. Oui. Et monsieur, voilà. C'est le baggy de l'époque. Le baggy de l'époque, exactement, monsieur Tabu. Et donc voilà, donc nous allons vous passer cet extrait du confort et l'indifférence. Il faut examiner si le réformateur a le pouvoir de s'imposer ou s'il dépend d'autrui. Autrement dit, si pour mener à bien son entreprise, il compte sur ses prières ou sur sa force. S'il n'a que ses prières, il est inévitablement voué à la faillite. Mais s'il dispose de la force, sa réussite est assurée. Voilà pourquoi tous les prophètes armés furent vainqueurs, les prophètes sans armes, écrasés. Voilà, donc ça c'était l'extrait du film Le confort et l'indifférence de Denis Arcand. Que dire, monsieur Tabu, de cette interprétation de Jean-Pierre Ronfard et bien sûr de cette citation de Machiavel? Alors, ce qu'il nous dit, c'est que voilà, il faut être armé pour réussir, en gros, et les armes sont très présentes dans l'œuvre de Machiavel. On peut même dire qu'il a été chargé de faire l'enrôlement de la ville de Florence durant une année. Il a établi un programme de politique de guerre. Voilà, c'est quelqu'un qui est lié à la guerre, qui est lié aux armes, et
et le contexte lui-même s'y prête, puisque nous sommes toujours en contexte de guerre dans toute l'Europe et surtout dans l'Italie. Voilà, là on peut comprendre un peu certaines choses. Et moi, ce que je ne comprends toujours pas, c'est est-ce que votre affirmation principale que Machiavel n'est pas un penseur du mal, après tout ce qu'on a dit de lui, tous ces appels à la violence. On voit très vite, oui, que sorties de leur contexte, ces phrases peuvent faire penser qu'elles sortent de la bouche d'Hitler ou de 50 Cent. De 50 Cent. Oui, ou de notre grand homme politique. Oui, comme 50 Cent. Voilà, comme 50 Cent. Ça a par exemple donné la fameuse phrase qu'on attribue toujours à Machiavel, la fin justifie les moyens. Ah, c'est de Machiavel cette phrase. Oui, alors la fin F-I-N et pas F-A-I-M. Oui. Voilà. Et en fait, il ne l'a jamais écrite. Ah. Oula, scoop sur Montaigne Was a Thug, là, voilà. à Radio Canu. Alors, mettez le son plus fort là, parce que là c'est ça... ou du moins il ne l'a jamais écrite comme telle. Il a dit que, entre guillemets, si le fait l'accuse, le résultat l'excuse. Si le résultat est bon, il est acquitté. Oula, pouvez-vous préciser un peu cette citation? Alors, il dit par exemple, à propos de la fondation de la ville de Rome, qu'on peut condamner dans un premier temps l'acte de Romulus qui a tué son frère Rémus, selon la légende, mais que dans un deuxième temps, c'était un acte nécessaire parce que le résultat est bon, c'est-à-dire que la ville de Rome a brillé dans l'histoire. Voilà, donc le jour et donc Romulus a eu raison de tuer Rémus parce que ça a donné naissance à Rome. C'est ça. En fait, pour Machiavel, du moment que le résultat est bon, les moyens, quels qu'ils soient, sont bons par la suite. Non, et voilà, négligeables. Et par exemple, on peut trouver une autre référence à cette idée-là chez Machiavel. Donc ça c'était pour Rémus et Romulus, une conception propre à Machiavel où il donne en gros tous les pouvoirs au fondateur d'une ville. Voilà, le fondateur d'une ville, c'est celui qui instaure les lois, celui qui crée la ville, et par conséquent, puisqu'il est le créateur, il a tout droit en fait. C'est encore une légitimation, j'ai l'impression, de la dictature ou. Oui. Et une autre anecdote, donc pour vous montrer à quel point il admire un peu les actions violentes et radicales. Il a vu de ses propres yeux la politique donc de César Borgia ou Cesare Borgia, comme dirait Fabrizio, notre ami, qui était réputé pour être très cruel. Et a même fait mettre en deux morceaux, c'est tel qu'il a été dit dans le texte. D'accord, il a coupé en deux, quoi, il a défoncé. Il a coupé en deux, il a défoncé sur la place publique, et il a exposé le corps de cet officier qui était chargé de répandre la terreur, mais qui a suscité terreur et révolte dans le peuple. D'accord, très bien. Donc pour l'instant, on en est encore à ce Machiavel que vous posez. Là, vous prenez un peu le parti pris de l'homme de la rue, comme disent les philosophes du commun, à savoir d'analyser Machiavel comme un penseur violent pour l'instant. Mais nous allons voir dans la suite de l'émission qu'il n'en est rien. Après un petit son qui fait directement référence à Machiavel, parce que c'est un truc du ghetto. Voilà. Donc si vous trouvez un lien, appelez-moi. Yeah. Every hood's the same. Every hood's the same. Come on. They give us guns and drugs, then wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs, then come around here and fuck with us. You know. They give us guns and drugs, then wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs, then come around here and fuck with us. I'm from the land of the gangbang. Since I was little, ain't a goddamn thing changed. It's the same old same. Bush run shit like Saddam Hussein. I cock and aim, clinically insane. To deal with this bullshit day to day. If I sell some yay or smoke some hay, you bitches wanna throw me up in Pelican's Bay. Call me an animal up in the system. But who's the animal that built this prison? Who's the animal invented lower living? The projects. Thank God for Russell Simmons. Thank God for Sugar Hill. I'm putting a different kind of steel up to my grill. Y'all know what it is, scared for your own kids. How these little niggas taking over showbiz. They give us guns and drugs, then wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs, then come around here and fuck with us.
They give us guns and drugs, then wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs, can't come around here and fuck with us. There's boys in the hood, there's toys in the hood. Y'all wanna know why there's noise in the hood? Cause there's drugs in the hood, thugs in the hood. Nigga killed the Crip and the blood in the hood. For real. Cause when niggas get tribal, it's all about survival, nobody liable. I got caught by 5-0. Grandmama came to court with her Bible. But when the judge hit the gavel, now I'm too far from my family to travel. I just came unraveled, sought the DA before I got gaffled, owned by CA, state property, just like the year 1553. Looking for me, a one-way ticket out. Don't understand what's so hard to figure out. They give us guns and drugs, then wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs, then come around here and fuck with us. They give us guns and drugs, then wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs, then come around here and fuck with us. I can't take the pressure, pull the fofo up out the dresser, grab the weight up out the closet. Po-po coming, but I'm scared to toss it. Y'all know what happened last time I lost it. Can't tell you niggas what the fucking boss did. D-Game got a nigga exhausted. Gotta go for the plea bargain, they off it. 20 years for what? Breaking these laws that's so corrupt. Taking these halls and filling them up. Some powder keg shit that's about to erupt. Hey y'all, I'm about to be stuck until the year 2000, what the fuck? In the hood, don't press your luck, cause these motherfuckers will set you up, word up. They give us guns and drugs, then wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs, then come around here and fuck with us. They give us guns and drugs, then wonder why in the fuck we thugs. They wanna count the slugs, then come around here and fuck with us. Every hood's the same. 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 Stop tripping on it. Every hood's the same. 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 Yeah, Ice Cube dans Why We Thug sur Radio Canu. Émission Montaigne Was Thug, rap, littérature et révolution. Et aujourd'hui, philosophie avec le professeur Albert Tabu, directement imposé par la mafia dans cette émission, qui nous parle de ce penseur politique méconnu, enfin connu mais méconnu, qu'est Machiavel. Oui, vous l'avez bien dit, il est méconnu et c'est ce que j'essaie de prouver ici dans cette émission. Donc avec ce qu'on a dit, si on reprend ici, on doit bien sûr reconnaître que Machiavel n'est pas un penseur des compromis et des demi-mesures. Ouais, puisqu'il veut buter tout le monde, hein, il approuve les gens qui découpent les gens en deux, comme on a vu. C'est pas un bisounours. Voilà, c'est pas un mec sympa. Mais ça se justifie. Alors pourquoi ça se justifie? Je vais essayer de vous faire comprendre brièvement sa pensée avec la plupart de... Enfin, il n'y a pas de système chez Machiavel de pensée, mais on peut essayer de le comprendre un petit peu. Donc là, je vous préviens, accrochez-vous chers auditeurs, nous allons atteindre un haut degré d'intelligence dans l'émission. Enfoncez-vous bien dans votre siège de voiture ou dans votre canapé, posez la bière parce que là, ça va chauffer. Alors, premièrement, pour Machiavel, tout homme recherche la gloire. D'accord. Donc un exemple, moi je suis rappeur, je suis nul au début, je suis pas connu, mais je cherche à être connu, donc je cherche la gloire. Voilà, il y a une conception anthropologique, c'est-à-dire de l'homme chez Machiavel, qui considère que tout homme tend vers la gloire. Et tous ces actes montrent que... Donc que en gros, le rappeur pas connu veut devenir connu. C'est ça, exactement. Maintenant, deuxièmement, donc tout homme recherche la gloire, et la gloire du prince, puisqu'il s'adresse ici au prince, consiste à conserver, à maintenir son pouvoir politique. D'accord, donc son état. Si je deviens un rappeur connu, je veux rester un rappeur connu. Exactement. Et vous le dites à merveille. Et pour l'instant, ça va. Ça va pour l'instant. Mais le problème, c'est que chez Machiavel, il y a ce qu'on appelle la fortune. Alors, qu'est-ce que c'est, la money? La fortuna. Ah non, c'est pas l'argent. La fortuna, non, c'est pas l'argent. C'est la fortune, c'est le hasard, la contingence. C'est-à-dire les choses qui font que par exemple,
toute action et surtout l'action politique est susceptible d'apporter la gloire comme la ruine. D'accord. Voilà. Elle fait varier un peu les actions et voilà. Vous parliez d'un rappeur, il peut se retrouver à la rue comme avec une liasse de billets en train de fouetter les fesses de... Voilà, ce sont les aléas du rap game, par exemple. Un rappeur qui a fait le buzz peut tout à fait perdre toute sa notoriété en un clin d'œil, surtout de nos jours, hein, avec tous ces rappeurs qui montent, qu'on entend tourner en boucle en radio et puis qui tout d'un coup disparaissent. Je ne citerai pas de nom, mais j'ai des exemples en tête. Alors je récapitule, tout homme recherche la gloire du prince consiste à conserver et à maintenir son pouvoir politique, mais il y a la fortune qui fait qu'on ne peut pas tout avoir, et l'autre problème c'est que ne pas agir, c'est-à-dire rester planté là sans agir, ne conduit pas à la gloire, mais nous laisse en proie à la fortune. D'accord. Et donc, quitte à gagner ou à perdre, il faut agir, et agir de manière extrême. D'accord, ok. Là, on a bien compris la pensée. Si on est en haut de la société, qu'on a le pouvoir et qu'on se repose sur ses lauriers, on risque de se casser la gueule. Voilà, c'est ça. Et il faut ajouter que si la fortune fait varier, parce que c'est un principe de variation chez Machiavel, sans cesse les choses et surtout les temps. Alors, quand il parle des temps, en fait, il désigne les circonstances ou les conjonctures historiques qui sont, finies, en fait. Il y a un nombre fini de conjonctures historiques qui reviennent sans cesse. Il y a une conception cyclique du temps chez Machiavel. D'accord, de l'histoire. Et de l'histoire. Et donc, il prévoit en gros que des circonstances fâcheuses vont mettre à l'épreuve le prince. C'est ça, si j'ai bien compris. C'est à peu près ça, ouais. Il faut imaginer qu'il y a un principe supérieur qui est la fortune, qui fait varier sans cesse, cycliquement les temps. Et toute la vertu d'un homme, alors là c'est la virtu en italien. La vertu, expliquez-nous, parce que pour moi la vertu c'est par exemple une meuf qui veut pas coucher avec quelqu'un. Oui, et puis on a vu que chez Machiavel la vertu n'avait pas vraiment un sens il est un peu contre la morale, donc parler de vertu chez Machiavel, est-ce que c'est pas un peu paradoxal? Oui, tout à fait, oui. Mais le problème en fait c'est que chez Machiavel la vertu, ou donc la virtu d'un homme, ici d'un prince, consiste à connaître la qualité des temps. Alors, ce qu'il appelle la qualité, en fait, c'est la spécificité d'une conjoncture historique, comme je disais juste avant. Et cette connaissance, donc, de la qualité des temps passe par la lecture des anciens, évidemment de Machiavel. En fait, il dit, là, je vous donne un petit peu tout ça. En fait, si j'ai bien compris, pour savoir à quoi s'attendre, le prince doit avoir un package culturel, historique, politique. Il doit avoir lu pour être mieux armé face à la fortune. C'est ça. Et pour pouvoir imiter les actions illustres en fait des hommes du passé, qui vont lui servir à affronter la fortune en fait. C'est ça la vertu. Et deuxièmement, par exemple, si c'est toujours pour reprendre notre exemple du rappeur, un rappeur qui arrive en haut doit connaître la vie de Tupac qui s'est fait tuer pour savoir qu'il faut essayer de pas se faire tuer. Ouais. Ça peut lui arriver. Et c'est une très bonne référence que vous faites là, Monsieur Tech, parce que nous allons parler de Tupac juste après. Oh. Mais revenons à la vertu chez Machiavel. Donc il faut connaître la qualité des temps, et il faut aussi pouvoir pour pouvoir s'adapter justement à la qualité de ces temps, c'est-à-dire qu'en fait, excusez-moi, en fait il dit qu'il faut savoir s'adapter à la qualité de chaque temps, c'est-à-dire qu'il faut savoir varier selon les circonstances, il faut imiter le mouvement de variation de la fortune. En gros, il faut savoir agir avec clémence par exemple en période de paix et être cruel en période de guerre. Voilà, c'est ça, pouvoir varier, s'adapter à la qualité de chaque temps. Et troisièmement et dernièrement, on peut résister, ce qu'il appelle résister à la fortune ou battre la fortune, c'est varier avec elle, c'est varier avec chaque temps et imiter son mouvement. Et donc l'homme vertueux, c'est celui qui arrive à imiter la vertu. Et donc la vertu, ça n'a rien de moral. Non, ça n'a rien de moral. Et d'ailleurs, il dit même que on peut arriver à retourner les effets de la fortune, ou du moins à les tourner en notre faveur,
Et Machiavel dit que la fortune est femme. Et qu'elle n'aime que les hommes froids qui savent la culbuter. Ah, il est pertinent ce Machiavel. On comprend pourquoi c'est un penseur qui a été reconnu et qui est encore connu, qui a transpercé les âges. Pénétrer les âges, ouais, je dirais plutôt. Pénétrer. Voilà. Et donc maintenant qu'on a un peu saisi grossièrement la doctrine de... qui est en fait une doctrine d'acclimatation politique, hein, savoir connaître l'histoire et être un peu le caméléon de la politique. Vous résumez très bien, monsieur. Et si maintenant on reprend les citations précédemment énoncées, par exemple, aussi est-il nécessaire à un prince, s'il veut se maintenir, d'apprendre à pouvoir ne pas être bon, et d'en user, et de n'en user pas selon la nécessité. Là, on voit qu'il faut savoir en fait varier. Et ce qu'il appelle la nécessité ici, c'est la variation en fait la circonstance qui fait varier les qualités du prince. Voilà. Donc, il faut vraiment pour lire Machiavel et le lire d'une meilleure façon, ne pas extraire les citations ou alors les remettre dans le contexte de sa pensée. D'accord, comme vous le faites magnifiquement. Je vous remercie, monsieur Tabu. Moi, j'ai quand même envie de réagir à tout ce que vous nous dites depuis le début, monsieur Tabu, même si ma vie est en danger lorsque je vous critique, vu que le Fabrizio, le mafieux, a fait peser l'épée de Damoclès au-dessus de ma tête. J'ai quand même envie de réagir, car je me dis, la politique que propose Machiavel, c'est tout l'inverse de la politique qu'on défend à Radio Canu, une politique idéaliste qui part d'une conception, qui serait au-dessus, une conception de la société, et qui essaye d'y répondre, alors que Machiavel c'est tout l'inverse. Il se dit fondons-nous au temps. Enfin, nous sommes les objets, nous sommes à la merci des temps et nous devons nous en accommoder et essayer d'y répondre. Donc c'est tout l'inverse. Il ne dit pas exactement. Il est un peu novateur dans ce domaine-là, au sens où il est original par rapport à la tradition classique, c'est-à-dire la tradition de l'Antiquité, telle que, par exemple, des auteurs comme Cicéron l'ont défini. Il y avait ici, chez Cicéron, par exemple, le concept de fortune, mais lui, ce qu'il disait, c'est que il faut plaire à la fortune, mais on ne peut pas agir sur elle. Alors qu'ici, Machiavel nous dit... Finalement, on est libre un peu. Donc en fait, les penseurs classiques étaient encore pires que Machiavel. Ils disaient on ne peut pas. Ouais. D'accord. Voilà. On ne peut pas imposer notre modèle de société. Chez Machiavel, car la fortune est plus forte que nous. Chez Machiavel, il y a comme une liberté, puisqu'il dit. Alors la citation, je m'en souviens plus très bien, mais il dit que la fortune ne gouverne pas tous nos actes, ou du moins qu'elle en gouverne la moitié. C'est-à-dire que l'autre moitié, c'est qu'on peut agir par soi-même. C'est un penseur réaliste, on pourrait dire. Enfin, si on y allait contre, si on considérait que vouloir imposer son modèle de société à partir d'une idée a priori serait un modèle idéaliste. Donc on pourrait dire que Machiavel est réaliste finalement. Il y a un réalisme machiavélien. Un réalisme politique de Machiavel. Ouais. Et donc si parce que vous avez souligné un paradoxe, donc je vous parle de Machiavel à Radio Canu, et c'est un peu paradoxal, mais ne vous inquiétez pas, nous allons voir dans la suite qu'il y trouve en quelque sorte sa place. Mais pour résumer tout d'abord, Machiavel n'est pas amoral ou immoral, mais il est plutôt celui qui a compris qu'on ne pouvait pas toujours être bon et gentil en politique sans se faire bouffer. Et on voit donc que l'idée, pour reprendre l'idée principale du début, que l'idée de machiavélisme au sens de machiavélique est une déformation qu'on peut comprendre étant donné les aspects de la pensée de Machiavel. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je ne fais pas non plus l'éloge de la corruption en politique à travers mon explication de Machiavel. Au contraire, pour continuer avec les clarifications de Machiavel, je vais vous parler de l'autre phase de Machiavel juste après ce petit son. Oui, mais avant peut-être le son, excusez-moi, monsieur Tabu, encore une dernière question. En fait, j'ai l'impression que Machiavel se refuse à l'idéalisme politique parce qu'il a une conception peut-être un peu noire de l'homme. Ouais. Peut-être que, voilà, qu'est-ce que vous pourrez nous dire là-dessus? Alors, sur l'anthropologie machiavélienne, ce qu'on peut en dire, c'est que il prend non pas une définition,
c'est-à-dire une essence qui est immuable sur l'homme. Par exemple, il est con l'homme, hein, ça ou il est pas. Gentil, ou... Voilà. D'accord, pas de Dans lui, définition a priori. ce qu'il prend, c'est une hypothèse de départ, et cette hypothèse, elle sert à tout prince ou à toute personne qui veut fonder un pouvoir politique ou un État. Cette hypothèse-là, c'est de dire que les hommes sont mauvais. Mais ça reste une hypothèse, c'est-à-dire que les hommes ne sont pas fondamentalement mauvais. J'avais peut-être une citation. Et ce que vous voulez dire, c'est que pour pouvoir gouverner, il faut se dire que les hommes sont mauvais et veulent le pouvoir à notre place, veulent nous buter. Parce que si on part du principe qu'ils sont gentils, on va se faire bouffer très rapidement. Ça fait gros, bien bouffer, d'accord. Mais voilà, les hommes ne sont pas fondamentalement mauvais en fait. Peut-être pourriez-vous nous donner la citation après l'écoute de la musique. Je vais essayer de la retrouver, d'accord. Et nous écoute tout de suite un petit son. For life, nigga. Can't you read the signs? What you doing? Bobbing like a motherfucker, stuck in your bitch, middle finger out the window, getting fucked off. Liquor, get loaded, can't control it. Nigga, pass me the blunt, let me roll it. You get the Bozak to the whole sack, that's for sure, black. Be a back and keep your dope back. And tell me what does it take to be a G? I started with a go down, some else to a key. You gotta lock the backstage strap, be alert. Started as a young motherfucker doing dirt. And now I'm in the rap game like the crack game. I got enemies. Can't pretend to see my friends are not my enemies. And even thug motherfuckers wanna have fun. Stuck in my motherfucking magnum. What does it take to be a G? Silence is a must, violence is a plus. Plus, shots at my adversaries, them niggas scary, but it's not to be bloody, cause I'll be fucking in the fucking hunt. Thug for life, high till I die, shooting crooked ass cops, let me fly. Do or die to my brothers in the penitentiary, raise hell when them niggas mention me. Thug for life, high till I die, when them stupid ass bitches ask why. Tell them, thug for life, high till I die, when them stupid ass bitches ask why. Tell them, thug for life, high till I die, when them stupid ass bitches ask why. Tell them, thug for life, high till I die, when them stupid ass bitches ask why. Tell them, gang, bigger than most of these tricks. I got my mind on making money, but you stuck on these fake bitches. And jealous motherfuckers can't see that it's the fame that cost these stupid bitches pass the pussy free. So tell me why you sweat a motherfucker like me, a young nigga tryna hustle up some G's. You pussy ass player hating hoes, speaking down on niggas, jumping around at the shows. And you the first motherfucker to jump to the trunk when it's time for fun. Little trick ass punk. Thug motherfuckers don't die, we get high, we multiply, motherfucker. Give a holler to my niggas in the back. I'm living in LA, still clutching on my AK. Rest in peace to my nigga Kato, till they bury me, nigga, lay low. Thugs for life, high till I die when these stupid ass bitches ask why. Tell them, thug for life, high till I die when these stupid ass bitches ask why. Thug for life, high till I die when these stupid ass bitches ask why. Tell them, thug for life, high till I die when these stupid ass bitches ask why. Tell them, thug for life, yeah, nigga, thug life, from now to for motherfucking ever. Have nots in this motherfucker. Yeah. Yeah. For life, until I die. Vous écoutez toujours Radio Canus 102.2, la plus rebelle des radios. Émission Montaigne Was a Thug, rap, littérature et révolution. Avec aujourd'hui, notre invité spécial, Albert Tabu, professeur de philosophie, docte érudit sur la question de la mafia et de Machiavel, qui nous parle aujourd'hui, bien sûr, de Machiavel. Alors que pendant que nous passions le petit Tupac que vous venez d'entendre, le petit Thug for Life de Tupac, qui est directement en lien avec l'émission, parce que Machiavel et Tupac ont un lien, nous y reviendrons plus tard. Et pendant ce son, un nouvel invité nous a rejoint, qui est déjà venu, c'est je viens de vous allumer votre micro, monsieur Bismuth. Merci, je vous remercie, monsieur Thug. Donc encore une fois, monsieur Bismuth vient prêter sa voix à l'émission pour lire des passages, et la citation que monsieur Tabu a retrouvée tout à l'heure va nous être lue par monsieur Bismuth tout de suite. Donc,
En effet, sur les hommes, on peut dire ceci en général. Ils sont ingrats, changeants, simulateurs et dissimulateurs, fuyards devant les dangers, avides au gain. Et tant que tu leur fais du bien, ils sont tout à toi. Ils t'offrent leur sang, leur bien, leur vie, leurs enfants. Comme je l'ai dit ci-dessus, quand le besoin est éloigné, mais quand celui-ci s'approche de toi, ils font volte-face. Et ce prince, qui s'est en tout point fondé sur leurs paroles, se trouvant nu sans autre préparatif, va à sa ruine. Car les amitiés que l'on s'acquiert en les payant, et non par la grandeur et la noblesse de l'esprit, on les achète, mais on ne les a pas. Et, en temps voulu, on ne peut en tirer profit. Et les hommes offensent avec moins de circonspection celui qui se fait aimer que celui qui se fait craindre. En effet, l'amour tient par un lien d'obligation qui, puisque les hommes sont méchants, est rompu par ceux-ci à la moindre occasion qui comporte une utilité personnelle, mais la crainte tient par la peur d'être puni qui ne t'abandonne jamais. Voilà, on vient d'écouter la citation qui résume un peu l'hypothèse de l'anthropologie machiavélienne. C'est bien ce puisque les hommes sont méchants. On voit qu'il y a une hypothèse de départ ici pour concevoir un peu la création d'un pouvoir politique, c'est ça. Il faut se dire que les hommes sont méchants donc pour pouvoir théoriser le politique. C'est un peu ça, oui, c'est ça. Même si on ne peut pas vraiment parler de théorie chez Machiavel, et peut-être que nous y reviendrons. Ça, nous y reviendrons peut-être à la fin. Si nous Mais monsieur Tabu, maintenant, peut-être allez-vous nous parler du côté un peu plus sympa de Machiavel, hein, parce que là, on a vu qu'il aimait découper des mecs en deux et tout, qu'il imaginait que l'homme était méchant. C'est un peu une sorte de dictateur caméléon, un Sarkozy camouflé. Voilà, peut-être que c'est pas lui qui a découpé le mec en deux. C'est. Oui, non, c'est vrai. Excusez-moi. Il a juste fait l'apologie d'un mec qui avait découpé un autre mec en deux. Pardon. Ouais. Mais donc maintenant, peut-être que le côté plus sympa de Machiavel. Ouais, voilà, on va passer au côté sympa de Machiavel et ça va peut-être vous étonner, étant donné ce que je viens de vous dévoiler sur Machiavel, mais on peut penser la liberté chez Machiavel. Alors j'en ai parlé juste un peu avant par rapport au problème de la fortune, qu'elle ne gouverne pas totalement les actions des hommes et qu'il y a une part de liberté chez l'homme. Mais ici, je vous parle une autre liberté, un autre type de liberté. Tout d'abord, Le Prince était donc un ouvrage adressé à un Médicis, et c'était pour Machiavel l'occasion de se faire remarquer pour ses qualités d'analyste historico-politique. Mais ça ne veut pas dire qu'il adapte son discours au gouvernement en place, puisque, au fond, Machiavel n'aime pas les Médicis. Ah, voilà, donc il travaille pour eux, mais il les aime pas. Voilà, ouais, pour lui, c'est pas une vraie république. C'est quelque chose de bizarre, ça. Il faut préciser que les Médicis, c'est une famille de riches banquiers qui s'emparent un peu du pouvoir à Florence et qui, sur plusieurs siècles, arrivent à gouverner rien qu'avec le pognon, quoi. D'accord, mais ils essayent de passer pour une république, pour un système démocratique. En quelque sorte, mais on sait tous que c'est faux. Que c'est faux, ouais. Et Machiavel le sait bien. Et d'ailleurs, il a même été torturé, emprisonné et exilé en 1513 quand, après le retour des Médicis au pouvoir en 1512, les potes de Machiavel ont préparé une conjuration contre les Médicis. D'accord, alors donc en fait, l'homme que Machiavel avait servi au départ quand il a écrit le Prince... Ouais, alors Laurent, il n'était pas au pouvoir, c'était le fils de celui qui était au pouvoir. D'accord, mais sa famille a condamné Machiavel. Oui, voilà, ouais, c'est ça. Il a été condamné parce que... Donc il les a servis, mais ils l'ont attaqué, c'est bizarre. Voilà, on l'a accusé d'être lié à cet événement, et... Mais il était vraiment... Non, c'était pas vraiment le cas. C'était pas vrai, donc c'était un martyr. C'est juste c'était ses potes, en fait. Il passait, on appelait ça les jardins, alors ça je m'en souviens plus, mais en gros, s'il passait la journée à débattre sur le bon régime, la République, etc. Et du coup, il fomentait un peu, avec ces idées-là, une bonne République et en faveur de la liberté. Une vraie République. Une vraie République, voilà. Et donc, pour revenir à la thug life de Machiavel, oui, parce que torturé, exilé, mais c'est quand même, il est quand même resté debout, quoi. C'est quand même un guerrier. Ah, c'est un vaillant, ouais. Et donc il est accusé d'être lié à cet événement et doit partir en exil pour 1 an de Florence. Donc pour l'anecdote, il se retrouve à San Andrea. Ah, comme dans le célèbre jeu
PlayStation. Voilà, on retrouve bien l'univers Thug Life là, on est en plein dedans. GTA San Andreas. Non, en fait, c'est pas du tout ça, non, vous me faites marcher. Si, c'est ça, c'est... Oui, par San Andreas, mais c'est pas la ville de... Non, c'est pas, je pense pas. C'est une ville d'Italie. Et donc c'est d'ailleurs dans cette période d'exil qu'il rédige Le Prince. Et donc en fait la partie adressée au prince qu'on retient globalement aujourd'hui pour sa réputation n'est pas la vraie partie. C'est-à-dire, c'est pas la vraie partie. En gros, ça a été un loser parce qu'on pense qu'il a écrit ça pour les princes, que ça a été trop bien et tout, mais en fait ça n'a pas marché parce que Laurent le Magnifique a jamais lu Le Prince, il faut. D'accord, c'est-à-dire qu'à posteriori, nous au 20e siècle, 21e siècle, on se dit ouais, il a écrit ça pour les princes et tout, et c'est encore vendu aujourd'hui, donc ça a dû faire un carton à l'époque, sauf qu'à l'époque tout le monde s'en battait les couilles. Ouais, et puis d'ailleurs ça a été publié, comme je l'ai dit, qu'en 1732 après sa mort. Oui, d'accord. Publication posthume et pendant l'écriture, même il en parle, il a un pote qui s'appelle Vettori, Francesco Vettori. Et donc il lui envoie quelques lettres et il lui dit là je suis en train d'écrire un petit ouvrage, là ça va être de la bombe et tout, tu vas voir poteau, mais le problème c'est que je crois que je l'ai là en plus. Et en fait le problème c'est que donc il lui envoie les manuscrits du prince et Vettori en fait lui dit au début ouais ça a l'air cool et tout, mais en fait, à la longue, il se rend compte que c'est bien un peu... ça peut faire peur et je dis non, ça va pas le faire ça, les médecins ils vont pas le vouloir et du coup... Donc finalement, le livre n'est pas apprécié à sa juste valeur. Ouais, voilà, même Vettori, il continue ses lettres en lui disant « Ouais, il fait beau aujourd'hui. » Ah, d'accord. Il dévie un peu le sujet, quoi. Vous avez vous avez lu les lettres et vous avez senti un certain désintérêt de Vettori envers le prince. Ouais, c'est pas un désintérêt caché, il lui montre bien qu'il faut qu'il s'arrête là. Ça, il va trop loin là. Et pourtant Machiavel était très chaud, il était là, non, là je vais faire un putain de truc là. Mais il a bien senti, puisque 500 ans après on en parle encore. Hein. Oui, c'est 500 ans, très connu. Hein. Et donc voilà, pour résumer, c'est bien la vie de Machiavel, c'est bien une Thug Life. Ah ouais, la Thug Life comme Tupac. Mais si c'est la Thug Life pour lui, donc c'est parce que c'était un républicain. Un vrai. Et ça, il faut y insister, parce que c'est un peu primordial pour comprendre Machiavel aujourd'hui, je pense. Oui, et c'est assez surprenant, parce que il me semble que des dictatures comme celle de Mussolini ont récupéré Machiavel ou des choses comme ça, et donc que ce Machiavel soit un républicain, ça peut nous... Oui, surtout donc au XXe siècle, donc là, l'idée que Machiavel est républicain, ça a apparu... rapidement, un mec qui s'appelait Jésus au 18e, mais ça s'appelait Jésus le mec. Ouais, Jésus ou Jesus, je sais pas. Et donc il a lu l'ouvrage que je vais aborder, mais ça a pas fait vraiment un carton. Et cet ouvrage était une relecture de Machiavel, une analyse du prince, c'est ça? Ouais, et de son autre œuvre, les discours, donc je vais en parler. D'accord. Et il faut attendre en fait le 19e pour qu'on relise les discours, c'est-à-dire l'œuvre républicaine de Machiavel, je vais en parler. Et en fait, suite au totalitarisme et aux guerres, donc la Seconde Guerre mondiale surtout, on va imaginer que Machiavel, en fait, ça c'est la théorie un peu de Léo Strauss, que Machiavel a conduit au totalitarisme en fait. On a lu Machiavel et on s'est dit, ouais non, en fait c'est lui qui a formé les dictatures modernes et en fait il faut rejeter Machiavel quoi. Mais c'est vrai que Mussolini s'en est servi en Italie notamment, c'est un peu la petite bible italienne. Donc vous pensez que Léo Strauss analyse mal peut-être le prince? Oui, parce que pour comprendre ça, il faut peut-être relire les discours. Donc on est en train de clasher Léo Strauss. Léo, si tu nous entends, la gueule, on va te faire la peau. On va te faire la peau, Léo. Et donc cette œuvre, les discours, alors le titre entier c'est Les discours sur la première décade de Tite-Live. D'accord. Déjà, donc ça c'est l'œuvre républicaine vraiment de Machiavel. Ouais, ça a l'air bien chiant rien que le titre. Oui. Mais vous l'avez lu. En plus de ça, est un assez gros livre, chiant à lire, ouais, c'est plutôt chiant à lire, mais où il développe en même temps qu'il commente donc Tite-Live, l'historien. D'accord. L'historien romain, des idées en faveur de la liberté. D'accord, il développe dans sa première discours sur la première décade de Tite-Live des idées en faveur de la liberté. Voilà, il ne s'agit plus dans ce livre d'aider les princes à atteindre la gloire, mais cette fois-ci d'aider les républiques,
c'est-à-dire un pouvoir partagé, égalitaire et en faveur de la liberté. D'accord. Comme le pouvoir qu'on veut voir en place sur Radio Canu un peu. Oui, voilà, ouais. Tout dépend de notre conception du pouvoir, hein, mais peut-être, je n'irai pas jusque là, peut-être. D'accord. Et donc, atteindre la gloire pour les républiques consiste, comme pour le prince, à se conserver. Et à se conserver contre quoi? Contre la corruption, qui vient pour la plupart du temps de ce que Machiavel appelle les grands ou les nobles, c'est-à-dire les riches, quoi. Donc, si j'ai bien compris, vous me direz si je me trompe, le prince voulait apprendre, justement, enfin l'œuvre, le livre, le prince voulait apprendre justement au prince à conserver le pouvoir, et dans les discours sur les premières décades du titre livre, il veut apprendre à la République à garder le pouvoir. Voilà, on a la même idée chez Machiavel, il veut apprendre aux gens comment rester debout. D'accord. Mais bon, c'est pas pareil, apprendre à un prince et apprendre à une république. D'accord. C'est pas la même chose. Et donc, il en parle déjà dans Le Prince un petit peu. Mais attends, non, je viens d'avoir, excusez-moi encore de vous recouper, mais en fait, quand il veut apprendre au prince à gouverner, à conserver le pouvoir, le prince est déjà le prince d'une république, même si c'est une fausse république. Non, en fait, c'est le prince d'une monarchie plutôt. Dès le début du prince, si on lit les premières pages, il dit qu'il ne parlera pas des principats, c'est ce qu'il appelle les principats, c'est-à-dire les gouvernements des princes, des principats héréditaires, donc ceux des princes et des monarques, quoi, qui ne parlera pas des principats. D'accord, de la monarchie, ouais. Il ne parlera pas de régime. Il parlera, attendez, si je le retrouve. Je laisserai de côté la discussion, ça c'est le chapitre 2 du Prince, je laisserai de côté la discussion sur les républiques, parce que une autre fois, j'en ai discuté longuement. Donc là c'est une référence au discours qu'il est en train d'écrire, puisqu'il écrit le Prince apparemment en 1513, et il a commencé la rédaction des discours en 1512. Et ensuite les discours, c'est les discours sur la seconde. Bon, on va abréger, on va dire les discours, c'est plus clair. Oui. Voilà. Ouais. Et il dit, je me tournerai seulement vers le principat, et j'emploierai à retisser la trame sudite, et je disputerai comme ces principats se peuvent gouverner et maintenir. Je dis donc que les États héréditaires accoutumés à des princes du même sang, il y a de bien... Voilà, là il analyse les principats héréditaires, puis les principats mixtes, ça c'est le chapitre 2, 3, et ensuite il passe... la seule analyse qu'il peut faire vraiment d'un système peut-être républicain, c'est le chapitre 9 du Prince, où il analyse le D'accord, mais globalement, dans le Prince, il parle à des monarques héréditaires. C'est ça. Et la différence avec les discours, c'est qu'il parle à des républicains. Voilà, ouais. Mais je vous disais, il en parle un peu dans le chapitre 9 du Prince, qui s'appelle du Principat civil. D'accord. Où déjà dans ce chapitre, il dit qu'il y a deux humeurs, c'est-à-dire deux tendances, dans toute cité, dans toute ville en fait. D'accord. Il y a celle des grands qui, dans leurs ambitions, la recherche de leurs ambitions oppriment ou tendent à supprimer la liberté des autres, et il y a l'humeur de la plèbe, c'est-à-dire du peuple à l'époque romaine, qui cherche à ne pas être opprimé, c'est-à-dire à être libre en fait, à conserver leur liberté. Et il dit que c'est ça, il le dit plutôt il le dit aussi dans le Prince, mais c'est surtout qu'il le développe dans les discours, que c'est justement grâce à une constitution mixte, avec ces deux humeurs conservées et mise en confrontation permanente. Donc il ne s'agit pas d'un mélange où on va mélanger la plèbe et les grands et la plèbe. D'accord. Mais d'une préservation de l'antagonisme comme un moteur pour que la liberté soit préservée. Oula. Tout ça, c'est très compliqué. Donc si j'ai bien compris, il y a le peuple d'un côté, les monarques de l'autre. Enfin, pas les monarques, mais... Les grands et les princes. Les grands. Ah si, d'accord. Les grands et les nobles. D'accord. Pas forcément ceux qui gouvernent, ceux qui ont de la thune. D'accord. Ok. Bien. Et ceux qui n'ont pas de thune. Donc il y a ces deux humeurs, c'est ça? C'est comme ça que vous les avez appelées? C'est comme ça qu'ils les appellent, oui. Et elles sont antagonistes, puisque les uns veulent garder le pouvoir et les autres veulent leur prendre. Non, les autres veulent la liberté. Exactement, c'est ça? Le peuple cherche à la liberté, c'est bien connu. Et par contre, les grands, eux, ont des ambitions telles que ils vont bien sûr empiéter sur la liberté du peuple. D'accord, donc il y a une confrontation en fait.
C'est ça, oui, oui. Qui est nécessaire entre la plèbe et les nobles. Voilà, et à partir de ce constat, donc d'un antagonisme, il déclare que toutes les lois en faveur de la liberté viennent de cette désunion. Et en fait ici il faut savoir qu'il se sert tout au long du livre, c'est un peu chiant à la longue, il fait l'éloge de la Rome antique en fait, la cité de Rome dans l'Antiquité qui a très bien fonctionné, et il s'en sert donc pour étayer son argumentation. En gros il dit voilà, faut regarder la Rome, c'était un bel exemple, ça a bien marché, et du coup qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut imiter. Ça rejoint un peu la conception qu'on a dit de Machiavel juste avant, il faut imiter les actions du passé, c'est comme ça que ça marche. Et donc il dit globalement que la liberté favorise la gloire d'une république. Il fait un constant en fait, il se dit finalement dans l'histoire, parce qu'il est toujours dans l'analyse de l'histoire, les monarchies ça marche pas tellement, tout ce qui est despotisme, etc. ça marche pas tellement, ça dure pas longtemps, c'est toujours menacé. Parce que le peuple a besoin de liberté. Et alors que contrairement, une république, ça, c'est peut-être long à construire, mais ça marche bien. La liberté fait que on atteint vite la gloire, c'est-à-dire la gloire pour préciser, ça peut être par exemple étendre le territoire avec des expéditions, acquérir peut-être plus de richesses, ou même tout simplement ériger des monuments artistiques, etc. Et le fait de se maintenir pour une république, c'est aussi atteindre la gloire, juste le fait de rester république, de pas être renversé. Oui. Éviter la corruption, comme il le dit. Et la république, si j'ai bien compris, est moins facilement renversée que le despotisme parce qu'elle permet des libertés dont le peuple a besoin. Oui. D'accord. Oui, voilà, il faut conserver la liberté et lutter contre la corruption parce que c'est nécessaire et parce que ça va dans le sens de plutôt peut-être du peuple, puisque ça va amener Machiavel à dire qu'il faut réfréner les ambitions des nobles et des grands pour favoriser un peu la voix du peuple. En fait, il y a à l'époque de la Rome antique, il y a donc ce que j'ai dit, la plèbe, et on va créer une instance, les tribuns, qui vont représenter, je crois que c'est au Sénat, je suis pas sûr, qui vont représenter le peuple. Comme on a aujourd'hui en fait. Voilà, c'est un peu représentatif. Une démocratie représentative, c'est ça. Avec des députés qui représentent les voilà, enfin. Et les tribuns du coup vont faire une instance un peu médiatrice, voilà, ouais, entre les grands et le peuple parce que bon, si tous les grands étaient les seuls à faire les lois, on n'aurait que des lois qui iraient contre la volonté, contre la liberté du peuple. Et Machiavel a le souci du peuple ou il s'en fout? Oui. D'accord. Il dit que le peuple a des ambitions plus honorables que les grands et que du coup c'est quand même mieux de choisir d'écouter le peuple. En fait. Et donc là ça. Mais il y a, enfin c'est comme j'ai dit, chez Machiavel il n'y a pas de système, il se contredit, il parle d'autre chose. Et le peuple apparaît aussi souvent chez lui comme idiot en fait. D'accord. Le peuple est très idiot, il ne voit qu'avec ses yeux, il n'entend pas grand chose et il est un peu, voilà, il y a un aveuglement du peuple. Et d'ailleurs dans le Prince il dit que le tyran doit s'en servir pour le manipuler. Et voilà, il y a souvent des contradictions, on ne sait pas où se situer chez Machiavel, on ne sait pas s'il est totalement pour le peuple ou totalement pour le prince, il est toujours dans un entre-deux en fait. Dans l'ambiguïté. Une ambiguïté, exactement. Voilà. Mais ce qu'on peut voir ici, donc avec les discours, c'est que Machiavel n'est pas seulement le guide et serviteur des tyrans, c'est surtout, vu la taille des discours, qui est en 3 tomes, et qui constitue un peu le pivot de sa pensée. Ouais, alors que le Prince c'est très court. Ah, le Prince c'est très court, ça se lit en 1 heure ou 2. Qu'il est le penseur de la liberté. D'accord. Retournement total auquel vous assistez sur Montaigne was a Thug. Machiavel, qui était considéré comme un dangereux tyran, est tout d'un coup devenu le penseur de la liberté. Voilà, c'est Car ça. on a découvert un autre livre de lui en fait. Ouais. Bon, après le problème c'est qu'il conserve quand même la relation dominant-dominé, ça c'est.
mais dans une perspective autre que l'asservissement, puisque voilà. Et bon, c'est peut-être une deuxième référence à l'émission. Hein. On est peut-être pas dans la révolution, mais on est pour la liberté ici. Et il dit bien, voilà, parce que je disais qu'il a une préférence pour le peuple, qui a des ambitions plus honorables que les grands, et que donc il faut favoriser un peu les ambitions du peuple. Et après, il faut tenir compte aussi du contexte de guerre entre grands en Europe pour comprendre un peu l'originalité de sa pensée. À cette époque-là, c'est quand même assez important d'avoir des idées républicaines, quoi. Et ça peut aller, comme ça a été le cas dans sa vie, ça peut le mener à l'exil et à la torture et même à la mort. D'accord, très bien, très bien. Et maintenant, donc, si je peux, j'aimerais vous parler d'une interprétation toute récente, donc vous situez un peu dans l'actualité de Machiavel. De la pensée de Machiavel, de l'analyse de la pensée de Machiavel, c'est cela? Ouais, voilà, on peut dire ça comme ça, l'actualité de Machiavel, c'est où est-ce qu'on en est en ce moment même, et pour ça, je vais vous parler de Quentin Skinner. Quentin. On va l'appeler Quentin Skinner. Ouais, c'est mieux. Qui est historien des idées politiques à Cambridge. Cambridge. Ouais, Cambridge. Et qui écrit en 1989, pour la traduction française, donc c'est assez récent, son Machiavel. Donc c'est le titre, Machiavel. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans ce court ouvrage, mais qui est plutôt bien? Jusqu'à présent, la liberté a été conçue de façon négative. Ah, c'est-à-dire qu'elle serait privation de... non, c'est-à-dire de façon négative. C'est-à-dire que l'État représente un intrus, une instance extérieure qui est gênante et qui empiète sur la liberté individuelle. Voilà, ça c'est la conception négative de la liberté. Et ça, cette conception est représentée par le contractualisme, ou le contrat social. Je ne sais pas si vous connaissez. Le contractualisme, c'est la pensée du contrat social, c'est ça? Voilà, c'est ça. Comme Rousseau par exemple. Rousseau, et lui il situe un peu cette pensée-là à partir de Hobbes jusqu'à... bon, après on peut aller au XXe siècle, mais par exemple il peut y avoir Rawls, je ne sais pas si vous connaissez. Non. Voilà, bon. Voilà, c'est une pensée qui pense le contrat social, c'est-à-dire le passage d'un état pré-sociétal à la société par un contrat établi entre les individus. Mais par exemple, Hobbes va avoir une conception où l'État empiète totalement sur la liberté individuelle, puisque même il s'abroge la liberté individuelle, puisque tous les individus donnent leur liberté en quelque sorte à l'État pour être protégés pour leur sécurité. En fait. Voilà. C'est la grande thèse de Hobbes dans son Léviathan, Ouais, c'est un peu ça. À peu près ça. C'est à peu près ça. Voilà, ouais. Et alors, et Skinner nous dit qu'il y a une liberté positive qui consiste dans la participation collective des citoyens à la liberté. Et pas seulement à la liberté individuelle, en fait. Il y a une liberté qui est collective et qui est positive. Et cette liberté, on peut la trouver chez Machiavel, en fait. Il appelle Machiavel le philosophe de la liberté. C'est le titre. D'accord, donc il y aurait un autre type de liberté, une liberté telle qu'on n'est pas habitué à la penser chez Machiavel. Voilà. C'est Machiavel, le philosophe de la liberté. D'ailleurs le titre d'un de ses chapitres. Ce qui peut surprendre quand on ne connaît pas bien Machiavel. Donc c'est une interprétation homogène au sens où il en fait un véritable républicain. Machiavel est totalement républicain. Et d'ailleurs, si on regarde sa vie, il y a quand même une ironie du sort, puisque lorsque les républicains reviennent au pouvoir après les Médicis, en fait, Machiavel est tout content. Ouais, je vais pouvoir sortir mes bouquins, là, ça va clasher grave. Mais en fait, le problème, c'est que les républicains, vu qu'il avait écrit Le Prince et qu'ils considéraient qu'il n'était pas républicain, mais en faveur du prince, mais ils ont dit non, toi tu dégages. Ah, parce qu'il avait écrit Le Prince, en fait. Ouais, ils l'ont ignoré et il a très mal pris. Il a jamais été compris, en fait, ce pauvre Machiavel. Voilà, il a jamais été compris. Le grand incompris de l'histoire. Et on essaie de le comprendre aujourd'hui. D'accord. c'est un peu tard, mais bon. Et ces républicains-là, c'était des vrais républicains ou c'était encore... Ah oui, c'était des vrais républicains. C'était, c'était un peu ceux issus de ses anciens potes qui ont fini. Ah, d'accord. C'est un peu, voilà, c'était une république au sens fort et pas au sens des Médicis.
Mais donc il est ignoré et donc parce que voilà, il a fait un bon léchage de cul au Prince et au Médicis. Et voilà. Et à cause de ce léchage de cul, il meurt peu de temps après d'une occlusion intestinale. Oula, là il y a un procédé biologique qu'il faudrait que vous nous expliquiez, que le léchage de cul amène à l'occlusion intestinale. Non, il n'y a pas de relation de causalité entre le léchage. D'accord, mais il est quand même mort d'une occlusion intestinale, ce qui a l'air assez violent, même si je sais pas trop ce que c'est. Ça va faire mal. D'accord. Bon. Eh bien, je vous remercie, monsieur Tabu, et nous allons nous écouter un petit son de pause avant de repartir à fond dans la réflexion et dans la littérature. On va passer à la littérature, oui. Il nous incite à espérer un monde meilleur et puis moins dur, et contre la fuite on peut rêver. Et tape ta tête contre les murs. Boum, 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 boum. À la prochaine élection, ils ont tous la solution. Tout ce qu'ils veulent c'est le pouvoir. Ils se foutent de nos espoirs. Votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi, votez pour moi. L'idée première de cette chanson, c'est si tu as un peu de pognon, faut toujours me le donner. Je sais comment l'utiliser. Un pas en avant et deux pas en arrière. Quand on les surveille, ils ne savent que faire. Un pas en avant et deux pas en arrière. Quand on les surveille, ils ne savent que faire. Un pas en avant et deux pas en arrière. Quand on les surveille, ils ne savent que faire. Un pas en avant et deux pas en arrière. Quand on les surveille, ils ne savent que faire. Ils te calent leur lance, ne me fais pas entendre. Ils ont terminé, ils l'ont changé. Moi, tu m'aimes, en avant, en arrière. Non, je ne pas un pas en avant et deux pas en arrière. Quand on les surveille, ils ne savent que faire. Un pas en avant et deux pas en arrière. Quand on les surveille, ils ne savent que faire. Un pas en avant et deux pas en arrière. Quand on les surveille, ils ne savent que faire. Un pas en avant et deux pas en arrière. Quand on les surveille, ils ne savent que faire. On est sur la bande continue de Radio Canu. On vient d'écouter Mademoiselle Bartel qui nous interprétait Ventru, Léo Ferré, Allende et les frelons, les politiciens. On continue tout de suite. Tais-toi. Voilà, hein, parce que Mountain Was a Thug reprend le contrôle, hein. On a mis la bande continue parce qu'on était en rade totale de son, mais on est toujours là, toujours présent pour vous parler de Machiavel. Et oui, les amis. Alors, tout à l'heure, on a passé un petit son de Tupac, hein, parce qu'on a dit qu'il y avait un lien entre Tupac et Machiavel, hein. Et alors là, je vais peut-être expliciter un peu ce lien qui est primordial pour comprendre le monde, tout simplement, hein. Je veux vous dire qu'à la fin de sa vie, Tupac a changé de pseudo et s'est fait appeler Machiavelli. Ça c'est très intéressant, hein, parce que ce surnom est bien sûr une référence au Florentin dont on parle depuis le début de l'émission. Et en anglais on dit comment vous dites Machiavelli. Et donc cette idée de changer de nom lui serait apparemment venu suite à un séjour en prison en 1995 où il aurait lu Le Prince. Et donc Tupac était également un grand adepte de Machiavel comme nous le sommes à cette émission de Mountain Was a Thug. Voilà, donc je vais laisser la place, je vais relaisser la parole maintenant à monsieur Tabu qui va continuer de nous faire une analyse maintenant plus littéraire de Machiavel. Mais voilà, on voit que c'est une autre émission, une autre référence à l'émission, au rap de Mountain Was a Thug, et ça fait plaisir d'avoir Tupac dans l'émission. Bien sûr. Il est toujours présent dans nos cœurs, et même pour certains, il est pas mort en fait, hein. Veuillez rapprocher le micro un peu s'il vous plaît. Ah oui. Donc,
pour finir, je voudrais vous parler du Machiavel écrivain. Donc une autre référence à l'émission. La littérature, oui. Littérature, bien sûr. Rap, littérature et révolution. On rappelle. Il écrit déjà plutôt bien puisqu'il a une formation classique où il étudie le latin, mais blablabla. La chance. Ça, on s'en fout, ça. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est de savoir qu'il est aussi dramaturge. Alors ça peut étonner, mais vous pouvez lire, si vous le voulez, sa pièce qui s'appelle La Mandragore. Donc une comédie bien salace, où un jeune tente de se serrer la meuf d'un vieux docteur en droit bien chiant, qui n'arrive pas à avoir de mioche avec elle. Ouf, le pauvre. Alors il lui explique que il y a tout un rituel où elle doit boire une potion, puis coucher avec un autre mec le soir même, parce que ce mec avec qui elle va coucher va mourir immédiatement après, parce qu'il y a une sorte de malédiction, je sais pas trop quoi. Oh là là. Puis le lendemain, le docteur en droit pourra l'engrosser comme il faut. L'engrosser. Et l'engraisser aussi, si envie. Sauf que, bien évidemment, le petit jeune là qui est maudit et qui va sûrement crever après, enfin, c'est du fake bien sûr, il va pas mourir. Mais en fait, il est plutôt ce petit jeune là, c'est le personnage principal, il est plutôt mort de rire en fait que mort, tu vois. D'accord. Et bon, je vous raconte pas la fin, bien entendu, mais ce que j'aimerais, c'est que Paul Bismuth nous lise juste le prologue de cette pièce de théâtre, cette comédie donc, qui est tout à fait intéressant, on va le voir. Oui. Alors, c'est un extrait, effectivement, du prologue, pas le prologue en entier, oui. Qui commence ainsi. La pièce a pour titre La Mandragore. Pourquoi, vous le verrez, j'imagine, pendant qu'on la jouera. Son auteur n'est pas des plus renommés, mais si vous ne riez pas, il veut bien vous payer un pot de vin. Un amoureux transi, un docteur sans malice, un moine mal appris, un parasite malin entre tous seront aujourd'hui votre passe-temps. Et si cette matière n'est pas digne, parce que trop légère, d'un homme qui se voudrait sage et grave, excusez-le, pensez qu'il s'ingénie par ses futilités à rendre douce sa triste existence, car il n'a plus ailleurs où tourner ses regards. Il a été frustré de plus nobles tâches où montrer sa vertu, nul prix n'étant venu le payer de ses peines. Alors, est-ce que ça vous fait penser à quelque chose, ce qui vient d'être dit là par rapport à ce qu'on a dit juste avant sur Machiavel et sa vie? Non, je ne vois pas. Peut-être que Monsieur Bismuth saura nous éclairer. Si on regarde juste les dernières phrases, en fait. Oui, dans les dernières phrases, on comprend bien effectivement qu'il y a un retour vis-à-vis de lui-même, puisque il est un peu désabusé. Oui, il parle de frustration, de plus noble projet finalement qu'il avait. Il parle des discours. Et en fait, il s'est dit, bon, puisque personne ne veut m'écouter, je vais faire du théâtre et plus précisément de la comédie pour bien me foutre de la gueule de ceux qui n'ont pas voulu accepter mes purs écrits. Mes écrits politiques, d'accord. Ouais, voilà. Donc là, c'est bien, on pourrait dire le thug life, le thug reconverti, quoi. L'esprit de sarcasme. Voilà, ouais, il y a toujours un esprit de sarcasme chez Machiavel, et si vous regardez les photos, il a son petit sourire là de petit vicieux, de bon pervers là, ça fait plaisir. J'aimerais dans la continuité vous montrer que Machiavel n'est pas l'homme politique sérieux qu'on s'imagine à la lecture de ses écrits politiques en tout cas, et tel que je vous l'ai dépeint au début de cette émission, ou du moins dans la première partie, puisque dans une lettre adressée à Guy Chardin, Guicciardini, il nous montre avec grandiose qu'il faut, c'est-à-dire avec une belle patte, il écrit très bien, qu'il faut toujours varier comme la fortune, parler tantôt de choses sérieuses, tantôt de choses légères. Oula, mais c'est très fort ce que vous me dites ça. Ce serait donc une application littéraire de sa théorie politique. Oui, voilà, ouais. Il applique toujours ces principes, puisque par exemple dans une autre lettre, donc à Francesco Vettori, il raconte que pendant son exil, il passe la journée dans un premier temps à jouer au trick-track. C'est quoi le trick-track? C'est un jeu sur PS2? Voilà, mais en fait c'est pas la PS2 à cette époque-là, mais c'est à peu près pareil. En fait, il s'amuse, il déconne avec ses poteaux du village, et le soir venu, il rentre dans son petit bureau là sur son secrétaire,
Il enfile sa tenue de secrétaire florentin, son grand truc là, sa toge noire et Oui, rouge. c'est pas une tenue de secrétaire comme dans les films. Ouais, en fait, il dit je me dévêtis et en même temps je m'enlève la boue de la journée, quoi. Et là, il se plonge dans une grande discussion avec les hommes du passé, c'est-à-dire les livres des hommes illustres avec lesquels il dialogue. Ah ouais, mais c'est pas très funky quand même comme style d'amusement. Hein. Oui, mais je veux dire, juste avant, il a quand même joué au trick-track. Oula, c'est un gros fou. Oui, non, mais à l'époque, voilà, Oui, mais le vous- trick-track, c'est... Vous allez voir qu'il a d'autres façons de s'amuser. Peut-être que Monsieur Bismuth a quelque chose à nous dire sur le trick-track. Oui. Non, là, il me semble que c'est un jeu de dés, que c'est un jeu qui souvent fait intervenir l'argent, donc c'est considéré effectivement comme... Thug Life. Voilà, Thug Life à l'époque, Thug Life, D'accord. vraiment. Ouais, c'est Thug Life. Hein. Et il a d'autres moyens pour s'amuser. On va le voir dans cette lettre destinée à Guy Chardin, datée du 8 décembre 1509, où il lui raconte qu'il se trouve à Vérone. Comme dans la chanson Vous êtes à Vérone. Voilà, ouais, c'est quoi, c'est Roméo et Juliette? Voilà, la comédie musicale. Ouais, c'est ça. Excusez-moi pour cette référence oui. malvenue. D'ailleurs, Monsieur Bertrand Fibien la connaît par cœur, je crois. On a un invité la dernière fois. Dommage qu'il ne soit pas là. Ouais. Et donc il se trouve à Vérone et se plaint de l'abstinence sexuelle qu'il subit, puisqu'il se trouve loin de sa femme. Le coït conjugal lui manque. Et un jour, une vieille l'invite pour lui faire la lessive, en fait. Elle va lui lessiver ses chemises. En gros, c'est une femme de ménage, quoi. D'accord, oui. Et donc il rencontre une femme blottie au fond de la pièce, dans le noir. Juste dans le dark, quoi, in the dark. Et Paul Bismuth va nous faire la lecture de ce passage. Voilà, il va nous faire la lecture. Moi, méfiant comme je le suis, j'en fus tout décontenancé. Malgré tout, une fois seul dans le noir avec elle, car la vieille avait aussitôt quitté la maison en fermant la porte, bref, je l'enfilai d'un coup. Et j'eus beau lui trouver les cuisses flasques et la fille moite, et me rendre compte qu'elle avait la laine un peu fétide, ma fringale était si effrénée que j'en vins à bout. Et une fois l'affaire expédiée, l'envie me venant de voir la marchandise, je pris un tison dans l'âtre et, avec, allumai une lampe qui se trouvait sur la cheminée. Mais à peine la lumière fut-elle allumée que la lampe manqua de me tomber des mains. Horreur! Je faillis tomber raide mort tant cette femme était laide. On commençait par lui voir une touffe de cheveux, ni blancs ni noirs, disons blanchâtres, et bien qu'elle eût le sommet du crâne chauve, calvitie où l'on voyait errer à découvert quelques poux, ses cheveux rares et clairsemés poussaient néanmoins leurs racines jusqu'aux sourcils. Au milieu de sa figure petite et ratatinée, elle avait une cicatrice rouge feu, comme si elle avait été marquée au fer au pilori du marché. Au deux bouts de ses sourcils pendait un bouquet de poils pleins de lentes. Elle avait les yeux l'un plus bas que l'autre et l'un plus grand que l'autre, les sacs lacrymaux pleins de châssis et les bords pelés. Elle avait le nez planté au bas de la tête et retroussé, une de ses narines coupée et les deux débordantes de morve. Sa bouche ressemblait à celle de Laurent le Magnifique, mais elle était tordue d'un côté et il en coulait un peu de bave, car elle n'avait plus de dents pour retenir sa salive. Sur sa lèvre supérieure, elle avait la barbe longuette mais rare. De son menton long pointu et légèrement tordu vers le haut, pendait une poche de peau qui lui descendait jusqu'à la naissance de la gorge. Comme je restais là éberlué, tout rempli d'hébétude, à contempler ce monstre, elle s'en aperçut et voulut me dire « Qu'est-ce que vous avez, messire ?» Mais elle ne dit rien, car elle était bègue. Et dès qu'elle ouvrit la bouche, il en sortit une haleine si fétide que mes yeux et mon nez, les deux accès à nos sens les plus ombrageux, s'en trouvèrent choqués, et que mon estomac, écœuré de ne pouvoir supporter un tel choc, en fut tout retourné, au point que je lui dégobillai dessus. Et après l'avoir ainsi payé de la monnaie qu'elle méritait, je m'en fus. Voilà. Magnifique lecture de Monsieur Bismuth pour ma part, j'applaudis. Quel texte magnifique, Paul Bismuth. Magnifique de Machiavel, hein, qui décrit son débat avec une espèce de cajot venu de l'autre monde. Je pense qu'on peut le dire comme ça. Oui, d'ailleurs on voit la référence à Laurent le Magnifique qui cette fois-ci... gros clash, hein. Il est plus tellement magnifique, Laurent. Elle avait la bouche tordue comme celle de Laurent le Magnifique. C'est... Ouais, voilà, là, le clash. Il est bien passé à autre chose, hein, notre Machiavel. C'était un rappeur, hein, il était déjà dans le clash 500 ans avant Tupac, Lafouine. C'est un précurseur, c'est exactement ça. Précurseur, Machiavel.
évidemment, cette correspondance entre Machiavel et Guichardin n'est pas sans rappeler celle échangée entre DSK et Dodo la Saumure. Et oui, il y a un propos retrouvé dans les archives du Carlton. En fait, Machiavel n'était donc pas qu'un sérieux, il était comme nous, comme les autres. Comme certains. Voilà. Alors j'espère que cette émission vous aura appris des choses. Ah, tout à fait, pleine de pensées philosophiques de haute voltige, de haute volée. Nous étions au plus haut de l'art philosophique ce matin à Radio Canu, si je peux me permettre. Voilà, j'espère que ça vous a notamment appris, on fait entrevoir ce qui se cachait derrière la belle expression courante de machiavélisme. Donc lisez ou relisez Le Prince. Bien sûr, relisez même pour la plupart des auditeurs qui l'ont déjà lu 2 fois. Très court et très bien. Et bon, les 2 premiers chapitres sont un peu chiants, mais bon, ça passe très vite. Et parce que il faut le lire, parce que même quand on a compris l'origine et la fausseté des opinions autour de lui, il fascine toujours, et c'est pas pour rien qu'on en parle toujours aujourd'hui, quoi. Donc, arrivederci.